Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Lead and Inspire. Ce soir, nous accueillons Manon Châtel, docteur en sciences de gestion spécialisée dans l'attractivité territoriale, le marketing territorial et les stratégies liées au cinéma et à l'audiovisuel. Ses recherches portent sur la manière dont les territoires utilisent le cinéma et les productions audiovisuelles pour renforcer leur image, leur attractivité et leur rayonnement. Elle vient échanger ce soir avec nous autour du thème entre écran et territoire, pratiques et stratégies pour l'attractivité cinématographique. Bonsoir Manon. Bonsoir Maxime. Écoute, merci à toi d'être avec nous ce soir. Tu as fait du coup ton doctorat sur ce thème. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, mais particulièrement en effet. Bonsoir à toutes et à toutes. Bonjour pour ceux qui, comme moi, sont en Amérique du Nord et encore bientôt aujourd'hui. Effectivement, aujourd'hui, je vais vous parler de mon sujet de recherche, donc les liens entre cinéma audiovisuel et les territoires. Donc, vous imaginez bien que le cinéma n'est pas seulement une activité culturelle et artistique, c'est aussi un levier de rayonnement territorial, d'attractivité économique, d'attractivité touristique, mais aussi symbolique, identitaire et tous les productions qu'on voit, les films, les séries, les documentaires ont des impacts sur les territoires. Donc, moi, je vais vous parler un petit peu de ce que je connais, donc les pratiques, les stratégies, les impacts liés à ces tournages et à ces contenus. Donc, j'imagine que vous avez tous un exemple en tête d'impact concret lié à un film ou une série. Si je vous parle de Game of Thrones ou du Seigneur des Anneaux, je suis sûre que vous allez penser à la Nouvelle-Zélande, à l'Irlande. Si je vous parle de Squid Game, je penserai sûrement aux vases blanches qui reviennent dans la série, au jeu de la dame, au jeu d'échecs qui se sont envolés suite à la diffusion de ces séries. Mais on a aussi une partie territoriale, c'est-à-dire des impacts qui sont liés au territoire, donc l'attractivité économique, touristique, symbolique, etc. Et les territoires, donc quand je parle de territoire, je parle de villes, de régions, de départements, de pays, l'échelle d'un pays. Donc ces territoires, ils cherchent finalement à attirer les productions audiovisuelles parce qu'ils savent qu'elles peuvent générer des retombées qui sont concrètes avant le tournage, pendant et puis après le tournage. Donc on peut parler du rôle du cinéma dans le rayonnement des territoires. Donc il donne une visibilité nationale ou internationale à un territoire puisqu'il est diffusé sur une échelle qui dépasse le local. Et on peut transformer un lieu ordinaire en un lieu qui peut être désirable, reconnaissable, emblématique. Le but là, c'est de faire éventuellement venir des touristes ou des résidents, de mettre le territoire sur la carte, d'avoir une certaine notoriété. Donc en parlant de notoriété, peut être mauvaise et on peut l'accentuer, elle peut être mauvaise et on peut l'améliorer, elle peut être déjà présente et on peut la maintenir, ou alors elle peut être effacée, et puis là le but c'est de la créer. Donc dans certains territoires, on cherche vraiment à jouer là-dessus. Puis certaines œuvres, le territoire est vraiment un personnage dans l'œuvre. Je pense notamment à l'exemple de Outlander qui est vraiment très parlant. Je ne sais pas si certaines personnes ont vu cette série, donc c'est une série historico-dramatique qui se déroule en Écosse, qui a une histoire de fond, qui a pour histoire de fond une histoire d'amour, mais qui parle de l'Écosse, de l'indépendance de l'Écosse, entre autres au XVIIIe siècle, les tentatives du moins. Et Visit Scotland, l'agence d'attractivité de l'Écosse, estime que justement le tourisme cinématographique représentait plus de 160 millions de livres en Écosse, et qu'un visiteur sur 5 l'année dernière était venu soit parce qu'il avait vu la série ou la série de livres qui avait fait de l'Écosse son choix de destination. Donc c'est un impact très fort pour les territoires. Et d'une côté aussi, ça cherche à produire une forme de publicité indirecte par les films, les séries aussi, sans que ce soit le territoire qui en parle. Donc voilà, donc j'ai mené une étude il y a 2 ans sur l'image territoriale, justement, avec plusieurs
modalités d'action des territoires pour jouer sur les films et les séries pour modifier leur réputation. Par exemple, en France, donc on peut construire une image territoriale très différente de celle portée par les campagnes institutionnelles classiques. Pour vous donner un autre exemple parlant, la série Emily in Paris, que vous devez sûrement connaître. Bonjour New York, qui est l'agence d'attractivité internationale new-yorkaise, a fait une étude avec l'IFOP il y a 2 ans sur la perception des New-Yorkais sur la ville de Paris et de ses habitants avant et après le visionnage de Emily in Paris. Et vous ne serez pas surpris d'apprendre que les résultats sur les perceptions et l'opinion des Nord-Américains avaient été largement influencés par cette série, largement influencée positivement. Donc c'est une bonne soft power pour la ville de Paris qui s'en saisit d'ailleurs, puisque vous avez peut-être vu qu'il y a des séries, des circuits dédiés à Emily in Paris sur cette thématique, c'est quelque chose de très prenant. Puis Emmanuel Macron avait quand même beaucoup insisté pour que la dernière saison se passe pas seulement à Rome, mais pas seulement Rome comme toile de fond, mais également Paris. Donc on peut dire que ça a plutôt bien marché. Il y a aussi maintenant il y a une véritable aussi parallèle avec ce que font les marques. Il y a aussi Perrier qui a surfé sur la trend, tout ce qui en suit. C'est aussi un véritable vecteur que le marketing territorial est aussi au même niveau que le marketing commercial. Exactement, donc on peut dire que quand on parle de marketing, de placement de produits dans les films, auquel cas on voit, par exemple, si je reprends Emily avec Perrier ou avec McDonald's et son McBaguette, on voit que les territoires, les villes, elles peuvent se placer dans les films, les séries. Donc on peut parler de placement territorial à ce moment-là. Donc les territoires vont mettre des stratégies en place. La première stratégie, elle passe par la création d'un organisme qui s'appelle les commissions du film, ou aussi appelé bureau d'accueil des tournages. Et ça, ce sont des organisations territoriales, publiques ou parapubliques, qui ont pour mission d'accueillir et d'accompagner les productions qui viennent sur le territoire. Donc ça peut être des productions locales, françaises, pour le cas de la France, ou internationales. Et donc elles ont toute une série de missions annexes, donc par exemple mettre en place des bases de décors, des lieux publics, des lieux privés, des paysages, des bâtiments, des routes, des espaces naturels, pour montrer à quoi ça ressemble finalement une ville dans laquelle le réalisateur, le scénariste, le producteur n'aurait jamais mis les pieds. Elles servent aussi d'intermédiaire pour avoir des autorisations de tournage. Elles accompagnent logistiquement les équipes, donc on parle de repérage, éventuellement de stationnement, circulation, sécurité, relations avec les habitants, toutes ces choses qu'on peut voir de temps en temps à la ville de Paris, route de Paris, parce que tournage. Elle cherche aussi à mettre en place des aides financières, notamment avec les régions. Donc, toutes les régions en France, par exemple, ont un fonds d'aide régionale pour aider les productions qui sert à être modifié au CNC, donc Centre national du cinéma et de l'image animée. Ils aident aussi les crédits d'impôts, subventions, etc. Donc elles ont vraiment un rôle de facilitateur, autant avec les institutions publiques qu'avec la mise en réseau avec les techniciens, les prestataires, les hébergeurs, etc. locales. Parce que quand une équipe de tournage vient, finalement, elle a besoin souvent de prestataires de services locaux, d'hébergeurs, de restaurateurs, d'espaces de stockage, toute une logistique et des rouages qu'on ne voit pas forcément quand on regarde un film. Et donc ça sert aussi à valoriser les compétences locales. Donc, quand une production américaine vient en France, elle fait appel aussi à la post-prod éventuellement française, à des techniciens, à des régisseurs, des maquilleurs, des costumiers. Enfin, c'est une grosse industrie, donc il y a beaucoup plus de poids que qu'on pourrait l'imaginer. On a déjà une question justement qui est en rapport complètement avec ce que tu dis, c'est qui aide les productions justement à trouver les lieux de tournage dans ces cas-là? C'est une question de Sherazade. Alors, il y a des métiers dédiés, donc les métiers de repéreurs qui ont pour but de repérer les lieux, mais qui sont grandement aidés par les commissions du film qui ont une base de données de décors et qui mettent en lien justement les repéreurs avec les villes. Donc, par exemple, un repéreur voit une mairie ou une école et aimerait pouvoir tourner dans cette école.
espaces sont disponibles, avec aussi des conventions, proposer des conventions, parce qu'il y a soit des affaires d'assurance. Donc concrètement, il y a des jobs dédiés dans l'audiovisuel, mais les commissions du film servent un peu à faire la bascule entre l'audiovisuel, le secteur des professionnels et les collectivités territoriales ou les espaces publics. Voilà. Donc ça sert aussi de développement, de se faire connaître comme territoire terre de tournage, qui est un mot très à la mode, terre de tournage. Comme par exemple le Sud-Ouest, en Occitanie, je suis sûre que vous avez vu plein de quotidiennes qui sont diffusées le soir. Donc on peut dire que l'Occitanie est devenue un territoire terre de tournage, au même titre que d'autres régions. C'est très commun. Et puis on peut développer une marque un peu territoriale liée au cinéma. Par exemple, la ville de Toronto a fait du Festival international du film de Toronto un événement très marquant, et on connaît le TIFF comme l'événement structurant de Toronto. Donc c'est un bon point pour la fabrique de la ville à grande échelle. Et justement, question de follow-up, parce que tu sais si les autorisations sont assez simples à obtenir, et est-ce que justement il y a un peu des arguments pour justement ces collectivités, que ce soit les régions ou autres, qui sont généralement sorties pour les convaincre d'accepter? Alors pour les autorisations, on parle d'autorisation de l'espace public. Donc c'est par exemple, il faut fermer une route ou il faut fermer une rue, ou on veut tourner dans la mairie. Donc là, dépendamment d'une ville à une autre, on a une accessibilité qui est vraiment très différente. Par exemple, on peut avoir une autorisation très simple sous un format A4, 3 pages que l'on trouve sur le site de la ville, le remplir, et en 3 jours l'autorisation est donnée. Ou alors il peut avoir des conditionnements, par exemple de lire d'abord le synopsis, de savoir combien de personnes il y a sur le tournage. Donc ça, c'est des informations qui sont souvent basiques, mais qui peuvent être sujettes à voilà, si vous avez plus d'un camion à stationner, cette rue, ça ne sera pas bon, donc voilà, etc. Donc ça peut aller de quelques jours à quelques semaines. Donc dépendamment justement si le territoire est film friendly, on accepte plus facilement de faire des autorisations rapides, ou au contraire, si on est un peu réticent, on refuse les autorisations, ou on met très longtemps à les émettre. Comme ça, la production se tourne vers une autre destination. Ensuite, en termes d'impact économique concret, je pourrais vous dire qu'on a des impacts directs des équipes de tournage qui viennent, quand elles sont soit de l'étranger, soit d'une autre région. Donc, en plus de faire venir des techniciens locaux pour leur main-d'œuvre, les équipes de tournage, elles viennent souvent soit en équipe restreinte, soit en équipe plus complète, mais on peut quand même compter une vingtaine, une trentaine, pour certains tournages, beaucoup plus. Moi, j'ai cité un tournage il n'y a pas très longtemps dans les Laurentides au Québec, qui ont parlé de 150 personnes qui venaient des États-Unis. Mais quand ces 150 personnes viennent, on parle de 150 chambres d'hôtel, 150 personnes qui mangent au restaurant, qui ne peuvent pas rentrer chez elles le week-end, donc qui viennent consommer le territoire, qui vont dans des lieux culturels, qui vont acheter des affaires, des souvenirs, des choses comme ça. Donc ça fait marcher quand même l'économie locale d'une certaine manière. Ils utilisent aussi des transports, etc. Donc c'est quand même une belle opportunité pour le territoire, à condition bien sûr qu'il soit en mesure d'accueillir tous ces gens, qu'il soit en mesure aussi de pouvoir gérer les flux qui sont engendrés par la venue de ces tournages, et éventuellement par la venue de flux touristiques que cela peut développer par la suite. Est-ce que tu penses est-ce que tu penses qu'un territoire doit avoir d'abord une checklist d'éléments ou de choses à cocher avant de pouvoir justement être vecteur et acteur dans ce domaine-là? Alors, dans l'idéal, oui, mais il y a 2 cas de figure. Le premier, c'est qu'il y a eu une production et puis finalement, on n'avait pas prévu qu'il y ait beaucoup de touristes après ça. L'exemple le plus connu, c'est Maya Bay en Thaïlande, avec le film La plage et Leonardo DiCaprio dans les années 2000, enfin en 2000. Il y a eu beaucoup de touristes qui sont venus à l'issue de la diffusion de ce film, et puis qui a été pris en charge d'ailleurs par des opérateurs privés, beaucoup de tour opérateurs qui sont venus, qui sont installés pour faire des promenades en bateau, etc. Par exemple, le territoire ne l'a pas du tout pris en considération. Puis 15 ans plus tard, ils se sont rendus compte que
centaines et milliers de touristes quotidiennement, alors que la municipalité était quelque chose comme 1500 habitants à l'année, donc il n'y avait pas des capacités, par exemple, ne serait-ce que de stationnement nécessaire. C'est quand même assez contraignant pour les municipalités dans ce cas-là. Donc effectivement, dans l'idéal, quand on accueille une production, il faudrait se dire, moi, la capacité de mon territoire, c'est ça, ça, ça. Imaginons que le CD rencontre un succès. Qu'est-ce que je peux faire pour valoriser mon territoire, mais aussi mettre des garde-fous en place pour éviter qu'il y ait une surfréquentation ou du surtourisme. Ok, top, merci. Voilà. Donc en termes de tourisme, d'impact touristique, justement, on pourrait parler d'éventuellement créer des contenus de visite autour des lieux de tournage, de mesurer la fréquentation de certains sites de diffusion d'un film ou d'une série, l'issue de sa diffusion, de développer des visites guidées, des cartes interactives, des applications, des contenus numériques. Donc par exemple ça, la Grande-Bretagne le fait vraiment beaucoup avec les films emblématiques, que ce soit Harry Potter, Outlander, Paddington, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont mises en place à ce sujet. Et ça permet aussi de valoriser des lieux qui peuvent être peu connus des visiteurs, donc d'orienter les flux touristiques d'une certaine manière aussi pour éviter qu'il y ait des points de concentration, et transformer aussi des lieux de tournage en ressources touristiques. Par exemple, je prenais la Nouvelle-Zélande tout à l'heure. La Nouvelle-Zélande a fait partie de conserver les décors du tournage, puis de les mettre en valeur. Donc, vous pouvez visiter Old Town. À l'aéroport, jusqu'à il y a peu, il y avait encore des personnages du Seigneur des Anneaux pendant plus de 20 ans qui étaient restés à taille réelle exposés dans l'aéroport. On a quand même beaucoup de choses qui peuvent être mises en place pour valoriser le territoire après la diffusion d'un film ou d'une série, qui soit à succès ou à moindre succès, entre guillemets. Et puis ça a un impact aussi pour les habitants. Donc on a vu que ça a renforcé la fierté locale de dire ça c'est tourné chez moi, ou alors quand on passe devant un tournage de dire j'ai vu le tournage. C'est quelque chose qui est porteur d'un impact symbolique et identitaire pour les habitants. Puis ça permet de mettre en récit des images et des histoires locales qui sont portées, et qui permet aussi de se faire de se faire connaître tel qu'il est, comme il est, selon son histoire, et que ce soit une autre personne, un autre média que les liens institutionnels qui peuvent en parler. Complètement. Est-ce que tu penses qu'il y a... est-ce que tu peux un peu nous parler de la mesure de l'impact sur le long terme? Par exemple, on parle d'Emily in Paris. J'ai peut-être un peu l'exemple de Bagdad Café qui me vient à l'esprit. Enfin, tu sais, c'est un peu des éléments. Comment est-ce que je sais qu'au long terme, c'est grâce à ça que les touristes sont venus? Alors, comment je sais à long terme que les touristes sont venus? Alors, soit justement on appelle des enquêtes de satisfaction, des enquêtes visiteurs. Donc, pour savoir, par exemple, est-ce que vous êtes venu là parce que, les raisons de la visite. Après, sur le long terme, de maintenir donc déjà, cette clientèle, ce type de client touristique, c'est très difficile à capter parce qu'il faudrait, au même titre que vous êtes venu parce que vous avez vu une publicité dans le métro, point d'interrogation, ça c'est difficile aussi de savoir. Donc, c'est très difficile de mesurer les intentions de visite et les motivations de visite des touristes, à moins de les questionner concrètement par ce genre de questionnaire. Au même titre que c'est difficile aussi avec d'autres médias, d'autres canaux de communication. Et puis pour mesurer à long terme les effets, donc c'est sûr qu'on a un imaginaire qui se crée autour des villes, des régions, des départements, et qui peut être plus difficile sur le long terme à calculer. Est-ce qu'une ville qui a été tournée en 2000 est toujours connue en 2020? Est-ce que c'est grâce au film qui s'est tourné il y a 20 ans? Ça aussi, c'est très difficile ça serait très difficile de le prédire. D'accord. On a une question dans le chat qui est: comment les producteurs choisissent-ils les lieux de tournage? Alors souvent les producteurs, les scénaristes ou les réalisateurs vont dire c'est parce que mon scénario devait se passer, je sais pas, sur les côtes d'Armor ou à Marseille. Donc dans une certaine mesure c'est vrai. Puis si vous cherchez un petit peu plus à parler avec eux, on va se rendre compte que certains réalisateurs
au Québec, c'est un réalisateur américain, états-unien, veut tourner sur une forêt, il aura l'embarras du choix parce qu'il y a beaucoup de forêts au Québec, que ce soit de l'est à l'ouest sur 500 km. Ce sera des paysages similaires, c'est-à-dire que tout le Québec se ressemble loin de là, mais des forêts, on peut en trouver plus ou moins partout. Et là, ça sera vraiment au territoire le plus offrant. Est-ce qu'on va lui donner une subvention? Est-ce qu'il y aura des techniciens locaux qui vont pouvoir l'assister? Est-ce qu'il y aura une qualité de l'accueil? Est-ce qu'il y aura des commissions de suivi qui sont prêtes à faire le lien pour débloquer, je sais pas, une salle municipale dans laquelle on veut tourner ou entreposer des choses à 23 heures? Donc c'est tout plein de petites choses comme ça. Donc ce sera, voilà. La réponse formelle, ce serait le scénario. La réponse informelle, ce sera tous les leviers qu'on ne voit pas au premier abord. Top. On a encore une question, c'est est-ce que les personnes qui s'occupent de ces repérages et de ces autorisations auprès des administrations peuvent aussi aider des chefs d'entreprise qui souhaiteraient un lieu pour le tournage de films promotionnels ou est-ce que c'est propre au cinéma? Alors, les commissions du film, dans l'ensemble, elles sont supposées accueillir toutes les entreprises, les organisations qui veulent faire de l'image animée. Donc, ça dépend de chaque commission. Normalement, je dirais avec des pincettes, oui. C'est-à-dire que le film, la série, le documentaire, le clip vidéo, donc les clips musicaux, etc., mais aussi les films institutionnels seraient concernés. Après, à voir en fonction de quelles autorisations sont nécessaires pour ce genre d'activité, mais logiquement, oui, dépendant de leur taille. Après, je peux continuer sur oui. Moi, je regarde ta tête. Non, on me dit qu'il y a un petit problème de connexion, peut-être que c'est de mon côté. Hop, alors attends, je vais tenter comme ça. Non, mais vas-y, tu peux continuer, excuse-moi. Je peux continuer. On a aussi d'autres impacts qui peuvent aller d'un petit côté un peu plus négatif, donc les tournages, les films et les séries pendant les tournages, donc on a beaucoup de circulation, du bruit, notamment par les génératrices, par les équipes de tournage la nuit. On a éventuellement de la privatisation temporaire d'espace public. Donc tout ça, ça en fait une acceptabilité qui est relativement variable de la vie des habitants. Donc on peut avoir quand même des nuisances qui peuvent empêcher la ville de poursuivre cette activité. Les risques de surfréquentation touristique, j'en parlais également. Le fait aussi de changer l'image un peu du territoire. Si je prends l'exemple de Game of Thrones et de Dubrovnik, donc en Croatie, donc ça a été une belle chose entre guillemets pour la ville parce qu'elle s'est fait, sa notoriété a vraiment augmenté. En 3 étés, on a eu 300 000 arrivées touristiques supplémentaires, d'1 million nuitées, etc. Donc ça s'est compté en centaines de millions d'euros de recettes touristiques. Mais on s'est rendu compte que Dubrovnik, c'est aussi un cas de gestion sur fréquentation touristique parce que on parle d'une ville qui est quand même emmurée historiquement, qui a un enjeu de pression des habitants parce qu'il y a des gens qui vivaient dans le centre historique et que là, avec la touristification, on a beaucoup de magasins qui sont plus à destination des touristes, des souvenirs, etc., que par exemple des commerces locaux. Et puis aussi, on a une question en termes de préservation du patrimoine et de l'image patrimoniale. Donc, Dubrovnik, par exemple, c'est une image UNESCO et la ville du Dubrovnik n'a jamais voulu faire associer Game of Thrones à son image de ville UNESCO parce que c'est pas du tout la même image, le même public qu'on cherche à toucher entre sensibilité culturelle et préservation patrimoniale et puis entre divertissement et puis intérêt culturel qui peut être moindre d'un côté. Donc ça entraîne divers enjeux de cohabitation entre tournage et puis une ville qui est faite pour ses habitants et dans laquelle les habitants se sentent bien. C'est un juste milieu à trouver concrètement. Voilà, c'est un juste milieu à trouver entre les deux. Top. Il y a encore une question sur un peu comment est-ce que tu es arrivé là, un peu par intérêt, comment est-ce que tu as commencé ce doctorat sur ce sujet passionnant. Ouais. Oui, alors moi j'ai commencé mon sujet de doctorat
Paris qui était fantasmé, merveilleux, tout était beau, tout était sécuritaire, tout semblait incroyablement lisse et fleuri, comparativement à ce qui était en train de se passer avec les gilets jaunes, donc Paris à feu et à sang, les pavés qui volent. Et en même temps, sur Twitter, beaucoup de hashtags éliminent Paris qui était géolocalisé justement aux États-Unis en disant waouh, Paris c'est incroyable, j'ai envie de vivre là, pourquoi moi j'ai pas cette vie. Donc ça a été vraiment l'élément déclencheur en disant mais attends, il y a vraiment un décalage entre ce que les gens voient sur leur écran versus ce qui se passe en réalité. Puis il doit y avoir des choses là-dessus. Puis de fil en aiguille, je suis remontée à voilà, l'image des territoires par les films, puis l'impact touristique, etc. Jusqu'à voir que en fait, c'est pas anodin si on avait tous ces films et ces séries, c'est que les institutions publiques et les territoires mettaient en place justement des stratégies pour y arriver. Super intéressant, écoute. Il nous reste 3 minutes. Est-ce que tu as quelque chose peut-être que tu voulais évoquer, que tu n'as pas eu le temps, quelque chose qui t'a peut-être un peu surprise dans tes recherches ou quelque chose peut-être que tu penses qu'il mérite d'être mis en avant? Qu'est-ce qui mérite d'être mis en avant? Alors, c'est vrai que moi, je trouve mon sujet forcément très intéressant, le sujet de recherche, parce que je pense que c'est d'actualité, qu'avec les plateformes, ça touche tout le monde. Avant, tout le monde regarde des films, des séries quotidiennement, si ce n'est quotidiennement, moins, et globalement. On est tous touchés de près ou de loin. Et puis, en contrepartie, on a la question du financement de la culture. On n'a pas forcément évoqué ça parce que c'est pas le cœur de la discussion, mais je pense que c'est important aussi d'aller au-delà du fait qu'on finance des œuvres, on finance des productions, qu'elles soient françaises ou internationales. Je pense que c'est important de considérer l'impact que ça peut avoir sur l'image des territoires de manière intangible, mais sur toute la partie tangible qu'il y a derrière, c'est-à-dire la qualité du développement territorial, donc les impacts économiques, les impacts touristiques, la professionnalisation de la filière audiovisuelle, enfin, toutes ces choses qui ne sont pas perceptibles quand on regarde un film, même s'il est mauvais finalement. Mais on peut voir ça sous un autre angle. Finalement, ce film a fait travailler des gens et on pense que c'est ce qui est important maintenant aussi. Surtout dans le pays de l'exception culturelle qu'il faut conserver, bien évidemment. Complètement. Eh bien, écoute, merci infiniment Manon pour ton temps. Merci beaucoup de nous avoir présenté tout ton sujet de recherche. Merci à toi, Maxime, et puis merci à la communauté. Ça m'a fait très plaisir. Et à nous, écoute, dans tous les cas, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Lead and Inspire et je vous souhaite une excellente soirée. Au revoir.